Bonjour et bienvenue à cette étape du Smart City Tour qui est celle d'Angers-Loire Métropole. Certains d'entre vous s'étaient inscrits à la session du 9 avril qui était initialement prévue pour la session présentielle du Smart City Tour. Alors nous cherchons une date à la rentrée, donc on aura l'occasion de vous la communiquer. En attendant cette date, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui fait le lien entre le projet de territoire intelligent d'Angers-Loire Métropole et une actualité qui est à la fois politique, sociale et sanitaire. Donc, comment les plateformes numériques participent à la gestion de la ville en temps de crise, c'est notre sujet du jour. Et nous allons essayer de répondre à cette question en compagnie de nos invités. Permettez-moi de vous présenter Constance Nebula, qui est conseillère déléguée à l'économie numérique et à l'innovation à la ville d'Angers. Elle est également conseillère communautaire. Constance a déjà participé à une de nos étapes de Smart City Tour en tant qu'invitée. C'était à Nîmes au mois d'octobre 2019. C'était en visio, donc vous étiez un peu pionnière parce qu'à l'époque, ce n'était pas à la mode. Maintenant, on fait beaucoup de conférences en visio. Donc, ça avait été l'occasion de tester un petit peu cette façon de fonctionner. À ses côtés, Jacques Pouvreau, donc à ses côtés professionnellement, qui est directeur des services d'information et du numérique. Jacques est également référent pour la partie infranumérique du projet Territoire intelligent d'Angers-Loire Métropole. Également avec nous, Jérémy Nestel, donc, qui est directeur de l'innovation du territoire, au territoire intelligent à l'agglomération de Nevers. Jérémy, nous étions à Nevers au mois de janvier pour la première étape 2020 du Smart City Tour. Et Olivier Turc, que nous accueillons pour la première fois dans ce type d'événement, qui est directeur du développement des villes et territoires intelligents chez Engie Solutions. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, je vais m'empresser de céder la parole à Constance Nebula, qui va nous rappeler la motivation, les contours et les objectifs du projet Territoire intelligent d'Angers-Loire Métropole. Constance, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cette visioconférence. C'est effectivement un petit peu particulier, mais on va dire qu'on s'est habitué ces dernières semaines à ce type de fonctionnement et je pense qu'à mon avis, c'est une bonne chose. Effectivement, la dernière fois, j'étais intervenue déjà en visio pour un des événements, donc c'est une habitude à prendre et je pense que ça n'empêchera pas le dialogue ensuite entre nous. Effectivement, le projet de territoire intelligent, dont vous avez peut-être, pour les participants de cette vidéoconférence, entendu parler, c'est un projet qui est donc mené par la collectivité d'Angers-Loire Métropole, que nous avons, je dirais, acté ou signé finalement il y a peu, c'est-à-dire début mars, avec le groupement qui a remporté ce marché. Donc, je vais me permettre de faire un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé avant, comment on en est arrivé là et puis finalement quelles sont les grandes lignes de ce marché pour en arriver à ce qui nous amène ici à la signature effectivement officielle qui a eu lieu début mars. Rapidement, Angers, un territoire où on a des spécificités, un historique, un patrimoine dans l'électronique. L'électronique, ces dernières années, a progressivement migré sur ce qu'on appelle l'IoT, les objets connectés. Donc, on a vraiment, au niveau du paysage angevin, un terreau fertile en termes d'industrie dans l'électronique et progressivement dans l'IoT. En 2015, nous avons inauguré ce qui s'appelait alors la Cité de l'Objet Connecté, qui aujourd'hui s'appelle le Technocampus de l'électronique de l'Ouest, qui est donc un endroit pour fabriquer des objets. Et puis, avec les années, on s'est dit qu'au-delà de la fabrication de l'objet, ce serait intéressant d'essayer de les tester en situation réelle au sein de notre territoire, au sein de notre ville, à petite échelle, sur des thématiques bien précises pour voir finalement comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc on a fait, comme bon nombre d'autres territoires, on a fait de l'expérimentation innovante en ville sur des thématiques comme par exemple l'éclairage, comme la sécurité aux abords d'une école, comme sur des conteneurs enterrés pour des déchets, comme sur des questions d'énergie, etc. Et puis, parallèlement, il y a cette montée en puissance de la thématique dite Smart City qui a eu lieu et presque une politisation un petit peu de ce sujet et de l'intérêt pour les maires et pour les élus de se saisir de ce sujet pour leur collectivité au-delà de l'aspect expérimentation. Et c'est ce qui a mené Christophe Béchu, maire d'Angers et président d'Angers Métropole, à
indiqué il y a 2 ans et demi, donc janvier 2018, voilà, on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait passer de l'expérimentation à petite échelle à quelque chose de plus grand, de plus transversal et qui englobe vraiment le territoire d'Angers-Loire Métropole. Donc les 2 ans et demi qui se sont passés, c'est l'étude de notre situation locale par un cabinet qui s'appelle Wavestone et qui nous accompagne depuis le début. Donc voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, quelles sont les opportunités qui pouvaient s'offrir pour le territoire angevin, les domaines sur lesquels on pouvait miser. Donc on a passé plusieurs mois à faire cette phase de diagnostic. Ensuite, on a lancé officiellement donc un dialogue compétitif qui a duré plusieurs mois, avec pour lequel il y a 4 groupements qui ont répondu à cet appel et avec lequel nous avons discuté jusqu'à l'été dernier. À la fin de ce dialogue compétitif, nous avons choisi un groupement qui est le groupement Engie, qui comprend donc Engie, Suez, le groupe Vive et La Poste. Et donc, c'est ce groupement qui a été choisi en décembre 2019 pour concrétiser ce marché de territoire intelligent, qui est un marché qui va durer 12 ans, pour un budget de 178 millions d'euros, tranches fermes et tranches optionnelles inclus. Et nous avons signé ce marché avec Engie seulement, entre guillemets seulement, mais en début mars. Je dis seulement parce qu'on en parle depuis longtemps et ce n'est officiel que depuis quelques semaines, et ce, juste avant la période de confinement. Donc les choses démarrent et démarrent bien. Donc voilà pour vraiment en résumé le projet de territoire intelligent dont on va sûrement reparler plus tard pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont ça s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Absolument, nous allons essayer de couvrir pas mal d'aspects de ce projet. Mais là, nous sortons donc d'une période qui a été tout à fait exceptionnelle, à la fois par sa longueur, sa souveraineté et sa nouveauté. Ma première question, elle sera toute simple, elle est pour vous, Constance Ebula. Comment allez-vous collectivement à Angers? Est-ce que l'espoir et la confiance reviennent? Alors oui, tout va bien, entre guillemets, ça va mieux, de mieux en mieux, sachant que, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ce qui s'est passé pendant cette période de confinement, je dirais que nous avons tenté de le surmonter le mieux possible dans notre rôle de collectivité. On est retourné sur des fonctions presque entre guillemets régaliennes de ce qu'est une collectivité, à savoir la santé, la solidarité, les écoles, vraiment tout ce qui touche à la proximité et au quotidien des gens. Et donc c'est ça ce qui s'est passé pendant cette période en tout cas de confinement, et l'activité de la collectivité a été extrêmement concentrée sur ces sujets-là pour répondre tout de suite à un besoin particulier de la population. Alors, est-ce que ça va bien? Oui, ça va mieux, mais pendant cette période, ça n'allait pas non plus trop mal, puisqu'on a essayé le plus possible d'être réactif, d'être efficace pour répondre justement à ces besoins de la population. Je dirais que ça a été une période où la solidarité a été extrêmement forte, extrêmement développée. Comme de nombreuses collectivités, on a essayé d'être le plus réactif pour répondre vraiment aux besoins des habitants, pour ce qui est par exemple la livraison des paniers repas pour les plus fragiles, que ce soit à domicile ou pour les personnes qui sont dans la rue, parce que c'est des choses qui ont lieu avant la crise, donc il faut qu'elles puissent perdurer pendant la crise. C'est aussi au niveau économique faire face et donc trouver des idées, trouver des solutions pour que les choses, je dirais, se passent au mieux. J'ai quelques exemples. Le premier, c'est l'échange de salariés que l'on a proposé ou que l'on a facilité entre, par exemple, notre fleuron Scania, que vous connaissez, et qui a échangé 4 de ses salariés avec l'entreprise Call Me Open qui fabrique des masques, dans lequel s'est déplacé le président Emmanuel Macron. Donc ça a été possible parce qu'au milieu, la collectivité a joué un rôle de facilitateur. Il y a d'autres sujets. C'est par exemple le lancement d'un site marchand qui s'appelle Angers Shopping, qui était une idée qu'on avait avant et je dirais qu'on a accéléré pendant cette période de confinement, justement parce qu'il y a eu un besoin
comment est-ce qu'on peut aider les commerçants pendant cette période. Et donc, ça s'est concrétisé par le fait de soutenir une entreprise qui a créé, entre guillemets, un e-commerce du centre-ville d'Angers. Et aujourd'hui, c'est déjà 300 commerçants qui sont inscrits sur cette plateforme et qui permettent aux Angevins de faire leur shopping en ligne et de venir chercher leurs courses en centre-ville. Donc, On y viendra tout à l'heure. Effectivement, ce sont des aspects très, très intéressants, très importants de cette période-là. Je voulais juste rappeler, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que les questions, nous les prenons plutôt à la fin. Donc, vous pouvez les poser pour l'audience sur l'onglet du chat par écrit ou à la partie questions-réponses qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, comment, au-delà, dans ce que vous venez d'écrire, il y a eu le rôle d'intermédiation de la collectivité pour faire face à la situation. Comment avez-vous géré la continuité du service public dans ces circonstances? Est-ce qu'il y avait déjà chez vous une culture du télétravail, par exemple? Alors, il y a deux questions dans la question. La première sur la continuité du service public. C'était la partie la plus difficile et la plus intéressante ou la plus importante, et c'est là où le numérique a un rôle à jouer. Je prends l'exemple des écoles. Dès le début, le sujet a été comment est-ce qu'on ne coupe pas le parcours des enfants, le parcours scolaire, comment est-ce qu'ils vont suivre à distance leurs cours et comment est-ce que leurs professeurs peuvent se servir de l'intranet que nous avons à l'académie, qui s'appelle iPrimo, et qui permet tout simplement de proposer des cours, des exercices, etc. Aux enfants. On s'est posé la question, mais comment font ceux qui n'ont pas accès soit à une connexion Internet de qualité ou n'ont pas d'ordinateur à la maison et qui ne peuvent pas assurer cette continuité. Donc, dès les premiers jours, avec ma collègue en charge de l'éducation, on a pris la décision de distribuer des tablettes aux enfants qui, alors à partir de l'école primaire, hein, bien sûr pas pour les maternelles, parce que là, je dirais que la notion éducative est peut-être un petit peu moins importante, mais en tout cas au minimum pour les écoles primaires. Et d'ailleurs, le département a fait la même chose pour les collèges, de distribuer aux familles qui en avaient le plus besoin un outil numérique qui permet tout simplement d'assurer le service. Oui, l'éducation, c'est du service public. Donc ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple avec les bibliothèques. C'est pas parce qu'on est en période, je dirais, de crise et de difficultés sanitaire qu'il faut oublier la partie culturelle ou la partie qui permettent justement de s'évader dans ces périodes un peu compliquées. Donc avec les bibliothèques, pareil, on a proposé des services un petit peu de livraison de livres à domicile pour ceux qui pouvaient passer leurs commandes en ligne. Et les bibliothèques ont proposé tous les jours sur les réseaux sociaux des animations, soit avec des jeux. Une fois par semaine, ils publiaient une vidéo avec un conte récité pour les enfants. Voilà, ils ont essayé d'animer finalement avec les moyens numériques la communauté des gens qui sont friands de contenu culturel et de contenu éducatif de cette manière. Et j'ai un dernier exemple sur la partie commerce. Là aussi, on a essayé d'être le plus réactif possible pour sauver tout ce qui est plutôt producteurs et agriculteurs, qui sont donc dans la proche périphérie angevine, étant donné que les marchés étaient fermés. C'est aussi du service public, c'est permettre aux gens de se fournir localement et avec des produits de qualité. On a créé un dispositif qui s'appelait Adopte un commerçant, qui permet adopte un maraîcher plutôt, et c'était les commerçants qui adoptaient un maraîcher. Les commerces qui étaient fermés proposaient que des producteurs s'installent devant leur enseigne à n'importe quel jour de la semaine, n'importe quelle heure, pour permettre de vendre leur production tout simplement. Et donc les personnes pouvaient savoir, grâce au site internet qui a été mis en place et aux réseaux sociaux, où est-ce qu'ils pouvaient trouver leurs producteurs, pour quel type de produit, à quelle adresse, etc. Et ça a très, très, très bien fonctionné, tellement que les producteurs veulent même continuer à faire ça, mais c'est un petit peu difficile au niveau logistique. Maintenant, tout le monde a pris possession de la rue. Donc voilà pour cette partie service public avec des exemples. Et Sur le téléphone. pardon, et la vente, en fait, l'acte de vente pour les maraîchers, ça s'arrêtait à ça, la mise en relation, parce que Adopte un maraîcher, ça fait partie d'une application que tout le monde connaît de rencontre.
Voilà. Oui, tout à fait. En fait, par exemple, ça leur a permis de gagner des nouveaux clients. On pouvait aussi réserver en ligne des paniers pour ceux qui ne souhaitaient pas passer trop de temps à l'étalage en train de choisir leurs produits, qui voulaient minimiser les contacts. La page Adopte un maraîcher permettait de réserver en ligne les paniers ou les quantités de fruits et légumes désirés, etc. Donc, ça a été bénéfique vraiment pour tout le monde. Je continue sur la partie télétravail, même si là, je vais peut-être après plus laisser la parole à Jacques Pouvreau sur cette partie-là. Je pense que comme beaucoup de collectivités, c'était une pratique qui était assez marginale. Elle existait, mais assez marginale. Moi, je trouve que la crise pour ça a été bénéfique, entre guillemets, puisque ça a permis de démocratiser une méthode de travail qui existe finalement assez largement dans le privé et existe assez largement euh, pour les entrepreneurs, pour les freelances, etc., et assez peu démocratisé au sein des collectivités. Donc ça a plutôt bien fonctionné et ça a été possible aussi grâce à la bonne prise en main d'un outil numérique que vous connaissez sans doute, qui est Teams, Microsoft 360, et du coup, cette prise en main par les agents et aussi par les élus, parce qu'entre nous, il fallait bien travailler. Il fallait bien aussi que les maires de l'agglomération se réunissent. Il a fallu que le maire prenne des décisions de cette manière. Donc, que ce soit pour les services ou pour les élus, le télétravail a pris une toute autre dimension et j'espère que c'est presque devenu une habitude à prendre en compte aujourd'hui dans les méthodes de travail. Eh bien, Jacques Pouvreau, Constance Ebula a commencé à vous renvoyer un petit peu la balle sur la question. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur des systèmes d'information du numérique. Comment s'est passée pour vous cette période? On imagine que ça n'a pas été, surtout au début, un long fleuve tranquille, compte tenu des sollicitations, de toutes les sollicitations de partout, que ce soit de la part des services comme de la part du public. Alors effectivement, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la DSI, alors la DSI elle-même, au même titre que toutes les directions et tous les services de la ville et de la communauté urbaine, était elle-même impactée évidemment par les conditions particulières d'exercice de l'activité, puisqu'on s'est nous-mêmes, voilà, on a nous-mêmes mis l'intégralité de la direction en fait en situation de télétravailler dès le début du confinement, ce qui bien entendu même si je dirais un certain nombre d'outils étaient là, on va y revenir, compliquait quand même évidemment un certain nombre d'activités, notamment de support auprès des utilisateurs eux-mêmes, on va dire à distance, avec quand même je dirais des difficultés supplémentaires par rapport à ce qu'est la pratique habituelle, on va dire sur le réseau local. Et puis on l'a évoqué, l'effort effectivement important pour étendre notre capacité en termes d'outillage liés aux situations de télétravail, en nous appuyant en fait sur deux socles qui étaient présents. Donc, Constance Nebula a évoqué tout l'outillage collaboratif qui faisait déjà depuis plusieurs années l'objet d'un projet de déploiement. Donc là, il y a eu un effet évidemment d'accélération. Donc, on y a même vu une opportunité justement pour valoriser et mettre en avant cet outil. Et puis, je dirais un deuxième pied sur lequel on s'est appuyé pour ces situations de télétravail, c'est tout ce qui concerne la capacité on va dire, d'ouverture de sessions à distance. Alors là, plutôt sur les technologies Citrix pour ce qui nous concerne, sur lesquelles aussi on avait déjà capitalisé pas mal, mais on a été amené, bien entendu, à étendre ça. Et puis, en termes aussi je dirais, de mobilisation particulière des équipes de la DSI, un axe évidemment fort, mais je crois qu'on y reviendra également, sur la sécurité, puisque cette situation avec je dirais, les risques accrus amenés par ces situations de travail à domicile, la mixité, on va dire, usage personnel, usage professionnel, et puis aussi la visibilité donnée vis-à-vis d'un certain nombre effectivement de personnes susceptibles d'attaquer les entreprises ou les collectivités. Donc, a fait qu'il a fallu également, bien entendu, qu'on renforce de vigilance et qu'on prenne des mesures particulières de ce côté-là. Donc, voilà un peu pour ce qui nous concerne, nous, tout en continuant, bien entendu, à suivre tous les projets, dont le projet qui démarrait, comme l'évoquait Constance Nebula tout à l'heure, puisque le marché de territoire intelligent dans lequel la DSI est pleinement partie prenante, eh bien, il a fallu quand même démarrer, gérer les temps d'échange, les temps de cadrage avec Engie, ce qu'on a du coup, malgré tout, réussi à faire.
Et vous n'avez pas eu de problème de serveurs qui tombent, des choses comme ça, Alors des petites non, non, catastrophes non, 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 non. On a effectivement fait le constat de beaucoup de tentatives. Beaucoup de tentatives. Alors les techniques habituelles, le hameçonnage, hein, les mails reçus par des agents, par les collaborateurs, les amenant à aller fournir leur login mot de passe, des tentatives d'ingénierie sociale, des coups de téléphone venant chercher de l'information sur nos infrastructures, enfin, plein de techniques, et on a bien constaté effectivement qu'il y avait une recrudescence forte sur cette période de toutes ces tentatives, mais j'allais dire heureusement, à la fois notre organisation, même si elle mérite encore d'être, on va dire, étoffée concernant ce sujet de la sécurité, nous a permis d'éviter, en tout cas à ce stade, des conséquences. Donc pas de perte de données, pas de difficulté vis-à-vis de l'intégrité de notre système d'information. Le projet d'Angers-Loire Métropole est un projet d'envergure qui va s'étaler sur une douzaine d'années. Vous ne partez pas de rien, cependant, vous avez des choses qui tournent déjà. Alors, on a des exemples que vous avez évoqués tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Alors déjà, je vais peut-être répondre au début de la question par quelque chose qui va vous surprendre, mais le numérique ne fait pas partie des urgences dans ce type de situation. Euh, Non, mais le c'est le numérique au service des urgences des citoyens, peut-être. Tout ce qu'on essaye de faire, par exemple, s'il y a d'autres collègues élus au numérique dans ceux qui nous écoutent, tout ce qu'on essaye de faire dans notre rôle de mandat, c'est d'essayer d'éviter de parler trop de l'outil et d'évoquer le plus possible les usages. Or, là, dans ce type de moment, on se retrouve à finalement, au contraire, utiliser le numérique seulement pour sa partie outil, ce qu'il est en tant que technologie et en tant que support. C'est un petit peu dommage, mais dans un contexte de crise, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On ne parle plus forcément des usages des habitants ou des usages du numérique, mais de l'outil. Donc là, tout à l'heure, j'ai évoqué voilà, un site internet de e-commerce, j'ai évoqué le fait de donner des tablettes à des enfants, le fait de mettre en lien des acheteurs et des producteurs grâce à des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur la question de l'outil. Entre guillemets, c'est pas plus mal non plus, puisque, je vais prendre un exemple, on s'est quand même appuyé sur de l'existant. Par exemple, notre application Vive à Angers, qui est aujourd'hui notre application, je dirais, entre guillemets, municipale, qui permet aux Angevins d'avoir une multitude de services et d'informations regroupées et personnalisées sur ce dispositif mobile. En fait, il choisit les briques qui l'intéressent et donc ne reçoit les informations que par rapport au sujet qui l'intéresse. Donc, ça peut être sur quand est-ce que passe le prochain bus à côté de chez lui, à quand est-ce que je sors ma poubelle noire, jusqu'à quelle ligne de nage à la piscine est ouverte. Donc là, vous vous doutez bien que pendant une période de confinement, les parties parking ou les parties piscine municipale ont été beaucoup moins intéressantes pour les usagers que recevoir en temps réel de l'information sur la réouverture des écoles, sur la réouverture des commerces, sur la possibilité ou non de sortir dans la rue, quel type d'attestation, etc. Donc l'application, qui était un outil existant, chez nous, on a vu une grande différence d'utilisation et aussi en termes de quantité. C'est-à-dire qu'on a eu un pic, mais un pic dès la première semaine de confinement, mi-mars. Moi, j'ai reçu un graphique que les services m'ont envoyé qui est assez impressionnant. Tout d'un coup, on gagne des centaines d'utilisateurs dans la semaine même d'annonce du confinement. Ça veut dire qu'en termes d'usage, les gens se disent, pour être au plus près de l'information et pour avoir du temps réel, je fais confiance à ma ville, ce qui est d'ailleurs assez curieux, puisque dans cette période, on a surtout subi, nous, les collectivités, des directives qui étaient plutôt nationales. Et pourtant, les usagers se tournent tout de suite vers un outil numérique mobile, l'application, pour essayer de se tenir au courant. Et depuis, le graphe de nombre d'utilisateurs est en progrès non-stop depuis cette période-là. Donc ça, c'est une chose. Toujours dans l'existant, on a souhaité se servir aussi de notre plateforme collaborative qui s'appelle écrivons.angers.fr, qui nous sert normalement à organiser notre journée citoyenne, à organiser notre budget participatif. Là, on s'est dit que cette plateforme pouvait peut-être servir, pendant la crise du Covid, à réunir des bonnes idées et surtout à réunir des initiatives solidaires. Donc, on a créé une rubrique
qui s'appelait Entraide Covid-19 à Angers, dans lequel les gens qui avaient besoin pouvaient poster des demandes et les gens qui offraient pouvaient également poster des demandes. C'est comme un Allo voisin, mais version locale, version Angevin. Et donc, vous aviez à la fois des gens qui fabriquaient des masques ou des visières, d'autres qui proposaient de porter des repas, etc. Donc, c'est des choses qu'on a aussi vues sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a aussi des groupes Facebook qui ont été créés, mais là, on s'est dit qu'en utilisant la plateforme de la ville, on optimisait un service là aussi déjà existant en lui rajoutant une brique liée à particulièrement à cette crise. Donc, c'est un petit peu ma réponse. Est-ce que le numérique, il a permis de répondre à l'urgence? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire passer au mieux cette crise grâce au numérique. Et je crois qu'on a été plutôt réactif vraiment dans plein de domaines possibles. C'est très intéressant ce que vous disiez sur la question de la confiance, comment les gens sont tournés vers les services de la ville, parce qu'on voit que, pour faire un parallèle avec une autre application numérique dont on parle pas mal, le Stop Covid, qui fait l'objet de beaucoup de méfiance et beaucoup de rejet, c'est que les gens font confiance au local, parfois plus qu'au national. Ça, c'était juste une remarque en passant. On va avoir bientôt un débat sur ce thème-là. En attendant, je me tourne vers Olivier Turc. Donc, Olivier, vous êtes le leader du groupement d'entreprises qui a remporté cet appel d'offres d'Angers-Loire Métropole, qu'a détaillé tout à l'heure Constance Nebula. Engie a déjà déployé un certain nombre de plateformes numériques sur d'autres territoires. Quelles sont les briques qui sont au cœur de ce projet d'Angers-Loire Métropole principalement? Alors, au sein de ce projet d'Angers-Loire Métropole, nous avons 3 briques numériques qui sont au cœur du projet. Tout d'abord, une plateforme de données qui constitue un référentiel unique. C'est ce qu'on appelle le jumeau numérique du territoire que propose notre filiale Sierradel. Alors, le jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'information géographique 3D modélisant l'ensemble des bâtiments, des équipements, des infrastructures, du mobilier urbain avec leurs données associées. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de renforcer la transversalité entre les équipes d'une collectivité, car tout le monde va travailler avec ce référentiel qui devient un socle pour construire et faire évoluer le projet de territoire. Donc ça, c'est la première brique numérique. Il y en a une deuxième qui est la plateforme d'hypervision qu'on appelle Livin chez Engie Solutions, qui est développée par Engie Digital. Engie Digital, c'est notre fabrique de logiciels. Cette plateforme, elle rend possible en temps réel une gestion de flux, une optimisation des services urbains à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est une plateforme qui est destinée aux agents de la collectivité. Ensuite, troisième plateforme et dernière, qui constitue le socle numérique du projet, c'est une plateforme de services numériques pour les habitants, les usagers du territoire, qui a vocation à rendre leur expérience urbaine encore plus simple, plus fluide et plus agréable. Alors là, on a une transversalité d'outils, on va dire une transversalité de services également, puisqu'on couvre à la fois les usagers, les agents du territoire. Comment ces plateformes de services peuvent-elles aider les territoires à faire face aux situations de crise, donc qui est le cœur du sujet? Alors, effectivement, c'est le cœur du sujet, Ariel, comme vous dites. Si on prend l'exemple de l'hypervision, qui est la deuxième brique que je vous ai présentée juste avant, centraliser le commandement des services urbains permet clairement d'optimiser la gestion des flux, des événements, des crises. Par exemple, pour reprendre le cas de l'épidémie de Covid, il est possible avec ce type d'outils d'assurer que l'accès au centre hospitalier est garanti sans encombre en jouant sur le trafic, sur le stationnement à proximité, en priorisant les ambulances et les véhicules médicaux, par exemple, à partir de détection de situations sur la voirie. En cas d'épidémie, on sait aussi que, on a pu le vérifier, que le télépilotage permet aussi de limiter l'exposition d'agents d'intervention, d'allouer les expertises que lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est prioritaire. Et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure
Constance Nebula sur la nécessité d'assurer la continuité du service public. Pour les plateformes de services aux habitants et aux usagers du territoire, je dirais que c'est avant tout de pouvoir maintenir aussi le lien avec sa communauté, ça a été évoqué, de limiter l'isolement, de solliciter l'entraide entre les habitants d'un même quartier avec de la mise en relation facilitée. Clairement, dans ce projet et les échanges qu'on a eus avec les équipes d'Angers-Loire Métropole, c'est que la collectivité a mis l'humain au centre de son projet de territoire intelligent. La plateforme de services aux habitants va intégrer une dimension santé avec notre partenaire qui a été évoqué tout à l'heure, qui est le groupe Vive, qui est un acteur angevin notamment. Et c'est cette thématique de la santé qui, je trouve, est assez innovante en matière de Smart City, parce qu'on en a assez peu entendu parler de la santé dans le cadre de la Smart City. Et ça résonne d'autant plus, je trouve, pendant cette période de crise Covid. Alors, faut-il donc on voit que là c'est un projet important, donc par sa durée, par ses montants, très intégré, très complet. Est-ce qu'il faut être une grande collectivité, est-ce qu'il faut être une métropole pour pouvoir bénéficier de ce type de service, ou est-ce qu'on peut les déployer à plus petite échelle, ce genre de plateforme très très intégrée, vous parliez d'hyperviseurs et autres, c'est un petit peu le rêve de tout élu, se dire voilà, j'ai ma cabine de contrôle sous les yeux et tout est intégré. Alors, heureusement, je pense que la réponse est non. Chaque territoire a ses propres usages guidés par les besoins de ses habitants, par ceux qui travaillent, par ceux qui visitent le territoire. D'ailleurs, on a parlé des usages plutôt que de la technologie dans le propos de Constance Nebula, donc ça, c'est quelque chose qu'on partage évidemment. Nous proposons chez NJ Solutions des plateformes numériques qui sont multi-échelles, qui s'adaptent pour répondre aux usages en alliant à la fois performance et sobriété, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. On a des solutions, des plateformes ou celles de nos partenaires avec lesquels on travaille qui ont été déployées à toutes les échelles. On a des plateformes de services pour les habitants qui sont à l'échelle du quartier, à l'échelle de la métropole, à l'échelle du département, aussi à l'échelle de la région. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de barrière d'entrée pour le territoire numérique. L'important est vraiment d'être guidé par les usages et surtout de ne pas se laisser emporter dans un débordement de technologie qui parfois peut être inutile. Merci pour ces précisions. Jacques Pouvreau, je me tourne à nouveau vers vous. Les citoyens, pendant cette période, ont été angoissés, stressés par les événements. Les services, alors, est-ce que les services de la ville, de ce fait, ont été beaucoup plus sollicités que d'habitude? On a compris, parce que disait Constance Nebula, que quelques-uns l'avaient été, mais est-ce que globalement, l'ensemble de services a fait l'objet de sollicitations très inhabituelles? Et si oui, comment vous y avez répondu? Alors effectivement, ça a été évoqué par Constance Nebula tout à l'heure sur les modalités, on va dire, d'interaction. Alors notamment s'appuyant sur le numérique, mais pas que. Il y a eu nécessité effectivement d'informer sur le contexte local, comment dire, lié à cette situation, lié à cette crise. Donc de ce fait-là, effectivement, ce qui a été demandé. La DSI, d'ailleurs, n'a pas forcément été sollicitée sur tous les sujets parce que le numérique, encore une fois, n'est pas l'apanage que de la DSI. Par exemple, la communication, le service, la direction de la communication a pu adosser aux plateformes, on va dire, web institutionnelles existantes de la collectivité des services supplémentaires, chatbot, et puis un certain nombre d'informations. Alors, des informations aussi complémentaires, là où la DSI a un petit peu plus contribué, s'appuyant sur les données, on parlait tout à l'heure de jumeaux numériques, mais déjà sur les données cartographiques existantes au sein de la collectivité, pour donner de l'information précise sur des lieux de distribution, par exemple des masques, lorsqu'il s'est agi d'organiser la distribution des masques, ou bien les points voilà,
de présence des lieux où devaient se rendre les gens ayant des symptômes liés à cette épidémie. Donc voilà, et on a joué sur plusieurs registres. L'application, bien entendu, Vivre à Angers, qui s'appuie elle-même sur tout le référentiel de données de la collectivité, notamment au travers de notre plateforme d'open data. Donc tout ça, ce sont des dispositifs sur lesquels on a pu s'appuyer, bien entendu, pour être beaucoup plus en interaction. Mais ça a été dit, ça venait bien en complément de tout, je dirais, tous les dispositifs humains en premier lieu, qui se sont mobilisés au sein des différentes directions, des différents services de la collectivité. Constance Sebula, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été cueilli par le confinement peu de temps après la signature finalement du projet. Est-ce qu'il y a des chantiers qui étaient commencés, qui ont été interrompus ou ralentis par ce phénomène de confinement notamment? Alors, par rapport au projet de territoire intelligent, globalement, on n'a pas pris de retard sur le déroulé normal du marché, étant donné que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur un marché qui dure 12 ans. Vous vous doutez bien que 2-3 mois, je dirais un peu plus au ralenti, ne vont pas globalement changer ni les grandes lignes du marché, ni sa mise en œuvre. En revanche, est-ce qu'on a pris du retard sur le début de certains, je dirais, chantiers physiques à commencer? Oui, un petit peu. Je pense notamment à l'éclairage public, qui est la plus grosse brique de ce marché et que l'on souhaite finir dans les 5 ans. Ça nécessite des études terrain, ça nécessite des diagnostics, ça nécessite de se rendre physiquement dans les communes et de voir comment les choses peuvent se faire. Donc ça a pris un petit peu de retard, ce qui décale un petit peu le lancement, je dirais, de cette partie-là, mais c'est pas significatif. L'autre chose qui a pris un petit peu de retard, c'est l'ouverture d'un lieu que Engie a choisi d'appeler le Forum et qui sera un espace, je dirais, multifonction entre l'hypervision, entre une partie showroom, entre une partie grand public, entre une partie pour les porteurs de projets ou les entreprises ou les associations qui souhaitent s'investir sur certains sujets. Ce lieu-là, normalement, devait ouvrir en juillet. Vous vous doutez bien que ce n'est pas possible et il ouvrira plutôt à l'automne. Donc voilà, c'est pas très grave. On ne considère pas qu'on a pris du retard globalement sur le projet. La crise n'a pas eu je dirais, d'incidence en termes de timing. Ça a même d'ailleurs permis, selon moi, en tout cas des premiers retours que j'ai et des premières réunions en physique qu'on recommence à faire avec les directions, ça a permis encore plus de s'organiser en interne. C'est-à-dire que le groupement Engie, pour le groupement, c'est aussi nouveau comme fonctionnement. Parce que pour rappel, Engie n'est pas le seul maître à bord, c'est bien un groupement. Donc, il a fallu qu'ils installent un système, une équipe, une façon de travailler. Et pour la collectivité, il a fallu faire la même chose, une sorte de miroir pour que les deux aient des interlocuteurs communs en fonction des sujets. Donc, je dirais que cette période-là, ces 3-4 derniers mois, voire même les 6 derniers mois, parce que c'était commencé avant, a permis de consolider en interne notre organisation et notre façon de faire, qui encore une fois est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est extrêmement nouveau pour une collectivité. Olivier Turc, je reviens vers vous. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la notion de plateforme numérique qui peut être certainement un peu abstraite pour le citoyen. Comment est-ce que ça se traduit en termes de services? Est-ce qu'on peut lister quelques-uns de ces services qui seront accessibles via ces plateformes numériques? Puisque, bien évidemment, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est le service qu'il rend. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces services en particulier? C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que des exemples concrets. Si on prend l'exemple du stationnement et de la mobilité, par exemple, dans l'application Vivre à Angers, qui a été évoquée tout à l'heure, demain, chacun pourra visualiser en temps réel la disponibilité des places de stationnement à son lieu de destination. Le guidage devrait ainsi permettre aux automobilistes d'être dirigés vers la poche de stationnement adéquate en fonction de là où ils souhaitent se rendre.
et de la disponibilité des places aussi, même dans des moments particuliers, concerts, matchs de foot. Les citoyens auront vraiment la possibilité d'accéder à certains parkings, y compris des parkings privatifs bénéficiant de places disponibles, voire d'y réserver une place. Donc, c'est des rues moins encombrées en termes d'impact positif, parce que trouver une place de stationnement, c'est aussi améliorer le cadre de vie, diminuer les externalités négatives comme la pollution atmosphérique, les nuisances sonores. Pour rappel, je ne sais pas si tous nos participants ont aussi ces ordres de grandeur en ville. Statistiquement, un véhicule sur 4 environ roule en centre-ville en heure de pointe pour chercher une place de stationnement. Et il faut savoir aussi qu'il suffit de réduire 5 à 10% le trafic pour fluidifier la circulation. Si on prend un autre exemple sur la propreté, grâce à l'hypervision et à la vidéosurveillance de ce que l'on appelle les points d'apport volontaires, et en particulier les points d'apport volontaires sensibles, ce sera possible de dissuader les usagers qui effectuent des dépôts sauvages et ainsi de rendre le territoire plus intelligent. Avec Angers Loire Métropole et notre partenaire Vive que j'évoquais tout à l'heure, nous allons aussi mettre en place une plateforme de confiance numérique, de soins et de bien-être, pour construire un parcours numérique de santé avec en priorité la téléconsultation, qui répond aussi à des problématiques de garde et de désengorgement des urgences. C'est des choses dont on a aussi pris conscience pendant cette période de crise. Et puis aussi une offre autour des activités physiques qui viendra ici renforcer la dynamique activité physique et santé du territoire angevin, en venant toucher cette fois-ci une population très large. Alors, l'accès à ces différents services sera-t-il suffisamment simple et intuitif pour faire en sorte que tous les utilisateurs puissent y avoir accès sans créer une fracture numérique entre les geeks qui sont plus à l'aise avec le numérique, globalement les jeunes et peut-être des personnes un peu moins habituées à cela? C'est vrai, l'inclusion numérique est une des clés de succès d'un projet de Smart City. On construit des territoires de plus en plus numériques, où la majorité des démarches s'effectuent en ligne ou via des applications mobiles. Et c'est vrai qu'il est essentiel, avec cette dématérialisation croissante, de ne pas créer un facteur d'exclusion supplémentaire, en quelque sorte. On parle maintenant d'électronisme, d'illettrisme numérique. Et la fracture numérique, elle vient creuser la fracture sociale, d'une part, potentiellement, si on n'y fait pas attention, pas seulement pour les plus vulnérables, car on constate qu'on a aussi des exclusions autour des usages. Donc, c'est nécessaire de transformer les outils technologiques en solutions pour résoudre les besoins des habitants, des plus basiques aux plus avancés, comme on l'a évoqué depuis le début de la table ronde. Pour cela, pour moi, il y a 3 leviers. Le premier est de construire des plateformes en se laissant guider par les usages et les usagers, on l'a évoqué. C'est ce que l'on appelle, dans le langage des développeurs, l'expérience utilisateur. C'est aussi essentiel de co-construire les fonctionnalités avec les utilisateurs et de collecter leur feedback pour améliorer en continu ces plateformes, car on le sait, les usages évoluent. Avec Angers Loire Métropole, Constance Nebula l'a évoqué il y a quelques minutes, nous allons mettre en place ce que l'on a appelé le forum, qui sera effectivement constitué de plusieurs pôles et même de 4 pôles, si on peut en parler quelques minutes. Tout d'abord, la fabrique numérique, qui sera là pour la co-construction justement avec les utilisateurs et les acteurs locaux de ces nouveaux services. Donc, pour pouvoir vraiment avoir une co-construction, il y aura aussi ce que l'on appellera
cas ce qu'on appelle aujourd'hui, ça changera peut-être, mais le City Store, Mhm. qui sera un lieu de démonstration des services et des innovations technologiques pour que les habitants puissent les connaître, puissent en comprendre leurs intérêts pour leur propre utilisation et se les approprier. Il y aura aussi un café territoire qui sera un lieu de rencontre ouvert à tous pour des échanges informels, et puis un centre d'échange international. Donc là aussi, l'humain reste au centre, je pense, du projet de territoire intelligent d'Angers. On voit que l'inclusion numérique constitue aussi un levier d'insertion sociale et économique. On voit souvent les communications sur la Smart City associées à des smart citoyens, des jeunes start-upers, des jeunes cadres dynamiques. Mais une ville intelligente ne peut être intelligente que si elle est inclusive et qu'elle intègre toutes les populations et ce, de tous les âges. Si je peux prendre un autre exemple, alors qui n'est pas sur le territoire angevin cette fois-ci, nous avons une expérimentation, par exemple, dans le département de la Moselle, où, en partenariat avec le groupe SOS, qui est un acteur spécialisé dans l'entrepreneuriat social, nous avons mis en place une plateforme numérique de services dédiée aux seniors. Donc là, il s'agit vraiment d'inclusion numérique et sociale, qui implique des acteurs sociaux de terrain pour venir former des seniors à une plateforme qui leur permet plusieurs choses: une meilleure connaissance et un accès facilité à leurs droits. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans des démarches d'inclusion fortes, un accès aussi aux services du quotidien, et c'est vraiment des plateformes qu'on met en place ici pour créer ou conserver le lien avec la communauté et rendre possible le maintien à domicile. Donc, il y a vraiment ce besoin d'accompagnement des utilisateurs, en plus de réfléchir en amont sur les usages qui me semblent essentiels. Bien, merci. Jacques Pauvreau, j'ai une question pour vous. Vous m'avez parlé en préparant cette table ronde d'un chatbot qui avait été déployé dans la ville, qui était géré par l'IA, et ça rebondit sur une question que nous pose, ça tombe bien, donc dans le chat, une question d'Alina Akmerova, qui est la chargée de mission Smart City de la ville d'Antony, qui demande si le chatbot est en place et comment était organisée sa mise en place. Donc on va le traiter, je dis qu'on prendra les questions à la fin, mais c'est là, elle tombe juste au moment où on avance ce sujet-là, donc on va la prendre maintenant. Alors, concernant le sujet plus spécifique que chatbot, en fait, on avait une expérience passée au sein de la collectivité, là plutôt à visée interne, au moment du passage au prélèvement automatique concernant les impôts. Donc, on avait effectivement adossé à notre solution de gestion de ressources humaines un premier chatbot à destination des agents pour les informer en fait sur les changements et les modalités liées à la réforme associée. Voilà. Donc, sans, pour être franc, en tirer trop d'enseignements sur, je dirais, ce que ça avait pu apporter par rapport à cette mise en œuvre. Donc, du coup, là, le deuxième exemple, effectivement, est arrivé donc, pendant la crise avec le fait, comme je l'évoquais, d'adosser à notre site Internet en fait, un moteur présentant effectivement un certain nombre de réponses aux usagers, aux citoyens voulant s'informer sur la situation. Donc, les premiers retours, alors comme je l'ai indiqué, donc c'est notre direction de la communication en fait qui a été relativement autonome. Ça c'était un premier renseignement, c'est que du coup en termes de mise en œuvre, on a pu, on va dire, intégrer cette solution fournie par un tiers en mode SaaS assez facilement au sein du site web de la collectivité. Alors, les premiers retours qu'on peut, on va dire, premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est autant sur, je dirais, évidemment, ce qu'avait pu être cet apprentissage lié, on va dire, de situations un peu générales liées à la crise. Là, les réponses étaient bien entendu présentes et présentées du coup aux usagers posant leurs questions. Mais le fait de ne pas avoir forcément eu le temps, on va dire, de personnalisation nécessaire pour que cet apprentissage intègre bien les spécificités du territoire et du coup des questions
posées par les Angevins. Ça, par contre, ça n'a pas forcément, été, on va dire, pleinement concluant. En tout cas, ça mériterait, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, ça mériterait qu'on y passe plus de temps pour pouvoir, bien entendu, entraîner ce type de solution, c'est l'objet, hein, sur la base on va dire, de cas à des fins d'apprentissage. Voilà ce que… Alors, j'ajoute, merci beaucoup. Alors, Constance Nebula a été plus rapide que moi. Elle a répondu via le chat, enfin pas via le chat, mais via le module de questions-réponses, et elle a mis en référence un lien vers le sujet qui a été traité. Donc, il y a un article là-dessus dans angers.fr, actualité sortie, donc vous pouvez le retrouver là-dedans. Donc, ça complète tout à fait votre réponse. Je vais maintenant me tourner vers Jérémy Nestel. Donc, Jérémy, à Nevers, l'épidémie vous a pris également de court, un petit peu comme tout le monde, mais vous en avez profité pour faire plancher une start-up québécoise sur un outil d'optimisation des déplacements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors, on a effectivement développé un peu toutes les solutions qui ont été évoquées. Je reviendrai après sur la réflexion. C'est vrai qu'avec notre partenaire OnePoint et Netlift, qui est un acteur de covoiturage qui est en phase d'implantation à Nevers, qui fait partie de notre stratégie à Nevers de travailler sur un sommet international de l'innovation en ville médiane où on essaye de travailler avec des maires québécois. On est en phase d'implanter une start-up qui était spécialisée en covoiturage. La réflexion qu'on a eue, c'était de dire quels sont les technos que peuvent développer des startups qu'on peut utiliser en période de Covid. On a amené une première expérimentation avec cet acteur de covoiturage autour de soutenir des commerçants qui faisaient de la livraison. Et on s'est retrouvé comme tout le monde avec finalement du e-commerce et des commerçants qui avaient besoin d'organiser des tournées. Et on a commencé avec Netlift à travailler sur cette idée de dire que finalement un acteur qui faisait du covoiturage, qui est en capacité de gérer plusieurs parcours où on devait prendre des personnes, avait peut-être des compétences pour organiser des livraisons. Donc on a amené une première expérimentation donc avec Netlift où on a aidé un boucher, Monsieur Dula, qui a fait ses livraisons de viande et qui a gagné 2 heures et qui lui a permis d'optimiser ses tournées et qui a pu avoir un renforcement économique où pour lui, ça a été suffisant, où il a pu maintenir de l'emploi. Et en réfléchissant avec Netlift aux solutions de sortie du Covid et en travaillant toujours en multi-partenariat aussi avec IR et Orange, il y avait cette idée de dire comment on va faire pour anticiper la rentrée scolaire. On avait beaucoup d'inquiétudes, on ne savait pas si les transports allaient être un facteur aggravant, pas aggravant, et comment on pouvait avoir des outils d'optimisation pour savoir finalement comment gérer le transport en commun. À cette époque-là, les normes sur les bus étaient très strictes, on pouvait être inquiet, il y avait des distances maintenant qu'on changeait, donc il y avait des questions sur le transport en commun, il y avait des questions aussi sur la rue. C'est-à-dire si on gère une sortie scolaire qui n'a pas été massive, au départ on ne savait pas les scénarios, est-ce qu'on va se retrouver avec les collégiens, les lycéens, les scolaires qui vont se retrouver dans l'espace public, est-ce qu'il y a des risques de contamination sur l'espace public? Et donc on a travaillé sur une idée qui était très simple, c'était de dire à partir du moment donné où on sait comment les habitants se déplacent d'un point A à un point B, et ben c'est plus facile d'anticiper leur mobilité. Donc on a commencé à travailler sur la base scolaire de l'ensemble des écoles, avec où habitaient les familles et où ils devaient se rendre à l'école, et de regarder s'il y avait des zones de tension autour des écoles. Quelles étaient les familles qui pouvaient se rendre à pied, quels étaient les itinéraires qui pouvaient se déplacer, quels étaient ceux qui étaient à proximité de vélo si on voulait encourager la pratique de vélo, quels étaient ceux qui devaient prendre le transport en commun, quels étaient ceux qui devaient prendre la voiture. Et donc, on a fait une grande carte de mobilité très précise qu'on retravaille avec, notamment sur le RGPD, parce qu'on sait exactement où habite une famille, du coup à la rue près, au numéro de sa rue, et où il va se rendre à l'école. Et on a regardé si ça faisait une tension. Donc ça, c'était un outil pour assurer. On a fait un questionnaire aussi pour les habitants. Est-ce que les personnes allaient moins prendre le transport en commun, plus prendre le transport en commun? On avait des inquiétudes, bien qu'on ait une ville médiane. Du coup, on n'a pas les problématiques de Paris, mais malgré tout, on voulait savoir, est-ce qu'on va être en tension sur la voiture? Est-ce qu'on risque de se retrouver sur des personnes qui vont arrêter de prendre le bus, le transport en commun, et se retrouver avec des embouteillages? Donc, on a mis avec cet acteur Netlift une carte de mobilité qui a permis du coup d'avoir une stratégie, de pouvoir donner aux maires une carte scolaire et de regarder école par école si on allait se retrouver en tension ou pas en tension. Bon, il se trouve que la rentrée scolaire, elle a été ce qu'elle a été, que c'était quand même… Tout le monde n'a pas remis ses enfants, qu'on l'a segmenté.
Mais du coup, cet outil-là, on est en train de le développer et on est en phase de projet de développement parce que du coup, ça a été assez probant parce qu'on l'a montré à l'ADEME, on l'a montré à d'autres partenaires au CEREMA. Aujourd'hui, quand on pense les mobilités, souvent, on a des îlots INSEE, donc qui sont des îlots qui regroupent un certain nombre d'habitants, mais on ne sait pas, par exemple, à la rue, comment concrètement se font les mobilités. Donc, à partir du moment donné où nous, sur une ville médiane, on connaît nos employeurs, on connaît les gros employeurs, l'idée, c'est de continuer sur une base d'ensemble des actifs avec cette idée simple, c'est d'avoir un outil qui permette de travailler avec nos transporteurs et de regarder si on a envie d'encourager le vélo. Ça permet plein d'outils, ça permet aux maires de savoir quelles sont les personnes qui peuvent prendre du vélo. On peut penser que la pratique du vélo le week-end, c'est important, mais pour aller au travail, si on sait qu'il y a 70% d'une population qui doit prendre que la voiture, du coup, c'est moins tendu que si on s'aperçoit qu'il y en a 100% qui sont à proximité de leur lieu de travail, qui peuvent prendre leur vélo. Ça change les pratiques, ça peut regarder ceux qui peuvent aller au collège. Donc, du coup, cette carte d'ensemble des actifs, elle a un autre avantage aussi. Si malheureusement le Covid revient, c'est que ça permet de façon anonymisée. Une des problématiques de Stop Covid, en fait, c'est la confidentialité des informations qui fait qu'il n'y a pas d'adhésion. Et là, de façon anonymisée avec notre partenaire, on peut savoir que si une personne est atteinte du Covid, en lui demandant par quel itinéraire vous êtes passé, du coup, on sait par l'ensemble des actifs quelles sont les pratiques possibles. Et donc, on peut alerter un employeur en disant alertez ou une école en disant voilà, il y a peut-être soyez vigilants, etc. Donc, on a développé cet outil-là. Et après, l'idée, c'est de leur donner aux citoyens pour que ça puisse aussi les faire réfléchir sur leur mode de mobilité, peut-être prendre moins la voiture, peut-être plus le vélo. On sait qu'au sortir de Covid, on a envie, il y avait des inquiétudes sur retourner au tout voiture. C'est quand même pas en termes entre guillemets de smart green ou de territoire vert qu'on a envie d'avoir les meilleures mobilités. Donc, ça permet aussi d'avoir un échange et un travail avec les habitants. Donc, voilà, c'est une expérimentation qu'on a menée avec Netlift et que du coup, on va étendre. Et en plus, ça permet aussi de regarder où on peut proposer après le Covid du covoiturage et d'avoir un outil d'analyse où le covoiturage est possible. On sait que comme une ville comme Nevers, où on est plutôt sur le tout voiture à cause de la ruralité, qu'on a peu de lignes de transport en commun, que c'est difficile d'encourager ce genre de pratique. Mais si du coup, on voit que par base des actifs et par base de confiance, ça permet de savoir où on peut l'encourager et d'être peut-être plus précis. Jérémy, si on comprend bien, cette application utilise beaucoup de données tout à fait différentes. D'où sortent-elles ces données, justement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sources à solliciter, me semble-t-il. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une grande partie des données, on les a en partenariat. Aujourd'hui, une mairie, elle sait qui gère les inscriptions scolaires, elle sait où la plupart des familles qui vont dans telle école habitent. Donc, du coup, ça fait déjà une grande partie des données et qui sont des données qui sont propriétaires de la mairie, donc de façon qu'elle utilise au jour le jour. Donc, du coup, simplement, c'est une donnée qui était peu exploitée. Souvent, c'est des tableurs Excel qui sont faits, on n'a pas une visualisation. Là, l'intérêt, c'est que dans une école, on peut exactement regarder où habitent les enfants d'une école. Et après, sur le collège, si on a un partenariat, on est en discussion avec le DESN, on sait que l'Éducation nationale ont pour les collèges, on sait qu'ils l'ont aussi pour les lycées. Et ensuite, on sait que sur les grandes universités, on a travaillé avec des écoles privées qui eux, avaient besoin de voir l'outil parce que pour le coup, l'école privée, contrairement à nous et nos écoles, on a très vite vérifié ce qu'on savait déjà. Mais l'idée, c'était d'accompagner nos élus dans leur choix de décision où nous, on voulait être un peu pilote sur le déconfinement. Donc, c'était un outil de rassurer. Par contre, l'école privée, elle, c'était intéressant parce que du coup, ça lui permettait de savoir comment les enfants d'école vont se rendre, parce que dans l'école privée, pour le coup, c'était sur une zone qui était beaucoup plus importante et elle pouvait être plus en tension parce que pour le coup, les transports en commun étaient un outil qui était plus utilisé et qui avait moins, entre guillemets, de ses élèves qui pouvaient se rendre soit à pied ou soit en vélo et donc du coup, qui avait soit la voiture, soit les transports en commun comme alternative. Est-ce que les données issues de cette application ont déjà trouvé des applications concrètes en termes de politique publique? Est-ce qu'il y a eu des décisions prises sur la base de ces données-là? Très objectivement, on a fait une première preuve par concept qui était déjà travaillée sur les écoles. Et au début, l'idée, c'est qu'il faut se rappeler aussi, et ça, je pense que c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de solutions qui sont sorties numériques en Covid et que nous l'idée de cette preuve par concept, c'était d'avoir un outil qu'on allait pérenniser.
Donc, à l'époque, on ne savait pas comment la rentrée scolaire allait se passer. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les parents, sur est-ce qu'on allait remettre nos enfants à l'école. Il y avait beaucoup de parents qui étaient contre, il y avait même des enseignants. Donc, l'idée, c'était d'avoir un outil où, entre guillemets, on allait conforter l'élu dans son choix politique. À l'époque, je rappelle le contexte du Covid, hein. Il y avait des maires qui ne souhaitaient pas rouvrir leur école pour ne pas être responsables d'avoir participé à la dissémination. Donc, il fallait avoir un outil pour prouver que finalement, l'élu, et là, ça a servi à ça. Alors, d'une part, là, pour le coup, pour les scolaires, on se doutait qu'il y avait peu de tension, mais malgré tout, ça a été un outil qui a permis d'être un outil d'aide à la décision et qui a permis aussi de montrer, parce qu'on a fait un questionnaire avec les parents, qui a permis de rassurer du coup les parents, de savoir qu'on faisait tout ce qui était possible pour s'assurer que la rentrée scolaire de leurs enfants allait bien se passer. Alors, dernière question, Jérémy, très, très rapidement, le problème de pandémie, c'est qu'elle se joue des frontières administratives. Est-ce que ce type d'application peut être efficace à l'échelle d'une ville ou d'une agglo? Notamment lorsqu'on parle du plan de mobilité, on sort parfois des frontières administratives et on doit tenir compte des entrées, des sorties, des flux qui ne sont pas forcément originaires de la commune ou à destination de la commune? Alors, l'idée justement de cette carte, pour nous, qui est de le continuer, parce que là, le projet, c'était d'avoir une preuve par concept pour répondre à un problème qui était précis, c'est-à-dire comment on a des outils qui permettent d'anticiper qu'une rentrée scolaire se passe dans des bonnes conditions. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers municipaux dans la rue? Est-ce qu'il ne faut pas l'augmenter? Est-ce qu'il faut recréer d'urgence des parcours de vélo? Enfin voilà, il y avait des questions qu'on se posait. L'idée d'un outil de data, de design de la donnée, c'est de l'enrichir. On sait par exemple aujourd'hui que si on veut analyser par exemple la mobilité, avoir un outil complémentaire qui ne permet pas entre guillemets, de faire de l'information aussi précise que je viens d'énoncer, parce que là pour le coup on sait à la rue près où habitent les personnes, on sait que les données INSEE permettent de le faire. C'est-à-dire aujourd'hui on a par les données INSEE qui ne sont pas des données rafraîchies. Après il y a d'autres partenariats qu'on peut avoir, notamment avec IR. Pour les personnes, on a tous les flux des voitures, de comment les gens utilisent leurs voitures, donc on peut compléter par la donnée avec des voitures. On sait qu'on a même des partenariats, on a un partenariat potentiel avec Waze qui est intéressé pour redonner ces jeux de données, pour nous donner comment les personnes circulent, d'où ils viennent, d'où ils arrivent, etc. On sait qu'on a d'autres outils comme de data, comme Fluvision d'Orange, qui permet sur des tentés de faire de l'analyse de flux de population. Donc, en fait, l'idée pour nous, ce qui était intéressant, c'est d'avoir des outils anonymisés, mais qui permettent finalement de compléter des modèles où on voit comment il y a des stratégies de déplacement de quartier. Merci de ces précisions. Le temps file, on a encore d'autres petites questions qu'on va essayer de traiter rapidement. Là, c'est une question un petit peu commune à la fois pour Constance Ebula et pour Jacques Pourreau. Au final, comment sortez-vous de cet épisode Covid? Est-ce que la crise a mis en évidence, par rapport au projet de territoire intelligent Argelor Métropole, est-ce que cette situation a mis en évidence des carences, des points à renforcer? Constance, peut-être sur le plan politique, et ensuite Jacques Pouvreau sur le plan technique, s'il y a lieu d'un complément. Alors, je pense que ma réponse, elle ne serait pas que en tant qu'élu au numérique, elle serait plus globale. Est-ce que la crise a mis en évidence des carences dans le projet de territoire intelligent? Non, pas spécialement. Si on parle spécifiquement de ce projet-là, on a, au contraire, je trouve, ça nous a plutôt conforté dans les choix que l'on a fait en termes de thématiques, en termes de façon de procéder, en termes de rapidité d'exécution aussi, hein, parce qu'on a vraiment fait entre l'idée et la signature une période, je dirais, condensée de 2 ans de procédure. C'est relativement rapide et on a bien fait de tenir ce calendrier et ce timing, et je trouve qu'au contraire, on est plutôt pertinent sur les thématiques qu'on a choisies. En revanche, est-ce que la crise a permis de se poser des nouvelles questions et comment est-ce que je pourrais dire ça, d'accélérer certaines thématiques ou certains sujets sur lesquels on n'était pas forcément très en avance, ou sur lequel on n'est pas, quand je dis nous, ça peut être aussi d'autres collectivités, mais en fait, moi, je vois plus la crise comme un prétexte d'accélérer sur certaines choses et de se saisir de l'opportunité de cette période où on était à distance, où il fallait faire
avec les moyens du bord, trouver des solutions rapidement, des solutions avec des technologies ou pas d'ailleurs, pour essayer d'aller plus vite et d'être plus efficace et délivrer effectivement le service public. Moi, je vois c'est plus là-dessus que je vous répondrai. Ça a été l'occasion de se poser des nouvelles questions et d'accélérer sur des choses qui n'auraient pas accéléré s'il n'y avait pas eu cette période. Je reprends l'exemple tout à l'heure d'Angers Shopping. Pour parler un petit peu politique, c'était quelque chose qui était dans notre programme pour les élections municipales. Ça a été écrit noir sur blanc, créer une plateforme de mise en relation entre les commerçants du centre-ville et les Angevins. Je vous avoue très honnêtement qu'on ne pensait pas qu'elle aurait l'occasion de se concrétiser seulement 15 jours après les élections et avant même qu'on soit installé. Donc politiquement, je pense qu'il aurait fallu 1 an, 2 ans de travail avec une entreprise pour monter ce projet, avec les commerçants, etc. Et là, ça s'est fait en version ultra accélérée. On va voir si ça a eu raison de fonctionner comme ça, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement stimulant. Donc, c'est plus dans ce sens-là que les choses positives ressortent. En revanche, sur le fond de nos projets, ça n'apportera pas de changement fondamental. Jacques Pouvron, sur l'aspect infra notamment? Alors, infra, avec des répercussions infra, mais là aussi en relevant un petit peu la tête, je dirais qu'il y a effectivement trois ambitions et objectifs en fait au contraire, qui ressortent encore un peu plus, je dirais, marqués du fait de ce qu'on a pu vivre pendant cette crise. C'est la nécessaire souveraineté vis-à-vis de tels sujets pour la collectivité. On s'est vraiment inscrit dans cet objectif et dans cette ambition avec le souhait que la collectivité maîtrise, avec l'aide d'Engie bien entendu et des partenaires, ce qui va être mis en œuvre au titre du projet Territoire Intelligent. Je prends l'exemple du centre de pilotage dont on a parlé tout à l'heure. Ce seront bien des agents de la collectivité qui mettront, on va dire, en musique et en œuvre au quotidien les solutions apportées par le groupement en complément de ce qui existe déjà au sein de la collectivité. Donc ça, c'est plutôt en alignement avec ce qu'on entend beaucoup aussi, je dirais, en lien avec ce qu'on a pu vivre au travers de la crise, c'est cette notion de souveraineté. L'apport dans la transversalité des solutions qui vont être apportées aussi par le projet de territoire intelligent, transversalité pour mettre, on va dire, en interaction, on va dire, des métiers qui aujourd'hui parfois sont souvent approchés en silo. Donc avec la gestion des données, avec la plateforme d'hypervision notamment. Et puis le troisième volet, c'est d'aller encore plus loin sur cette interaction avec l'Angevin et donc l'apport là aussi dans cette relation numérique à l'Angevin du projet. Donc non, plutôt on va dire, un renforcement de ce que sont les gènes, entre guillemets, de ce projet. Bien, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a eu des idées de nouveaux services issus de cette période? Là aussi, la question va pour Jacques Pouvron et pour Constance Villa. Moi, j'ai noté plein de choses. Ouais. Allez-y, Constance. La petite liste de courses pendant le confinement. Maintenant, après, il faut voir si… oui, il y a des choses qui vont changer. Enfin, oui, moi, je vais rien vous dire là tout de suite parce qu'il faut discuter au niveau financier, au niveau politique, etc. Mais ça a donné beaucoup d'idées, des choses à améliorer, des choses à faire. Ça peut être des choses structurelles vraiment importantes qui peuvent vraiment apporter quelque chose, ou des détails ou des petites choses qui sont pas grand-chose en termes de coûts et qui peuvent apporter beaucoup en termes de services. Donc, moi, je pense que les choses vont s'accélérer et bouger pas mal, je dirais, les 6 prochains mois ou cette prochaine année, du fait comme une forme de réponse pratiquement à la crise avec tout ce qu'on a pu piocher comme idée et comme initiative. Bien, je pense qu'on vous reposera la question quand on viendra à Angers faire le Smart City Tour physiquement. Donc, d'ici quelques mois, on y verra peut-être un peu plus clair. Bien, le temps file très rapidement. Là, on arrive un petit peu à la fin du temps que s'était donné par le débat. Il y a quelques questions encore ouvertes. Je vais peut-être passer la parole à Nelly Moussu, donc, qui est rédactrice en chef adjointe de Smart City Mag. Nelly, est-ce que tu… Oui, vous m'entendez bien?
Oui, tout à fait. Oui, bonjour tout le monde. Donc, oui, il reste deux questions. La première, il me semble que c'était quand Jérémy parlait. Comment gère-t-on le fait que les données utilisées n'ont pas fait l'objet d'une validation de leur usage par les personnes, comme le demande le RGPD? C'était lors de votre intervention par rapport à l'outil que vous développez. Et la deuxième question, ce sera pour Constance, à propos de, et non, peut-être même pour tout le monde, sur l'évolution naturelle des villes et territoires vers le territoire intelligent. Est-ce que finalement c'est appelé à s'accélérer avec les crises? Je précise que les deux questions sont anonymes, d'autres étaient posées de manière identifiable. Et Oui, voilà, j'ai pas repris celles pour lesquelles nos intervenants ont répondu dans le chat questions-réponses. Donc voilà, ce sont les deux questions qui restent en suspens. Sachant que j'ai vu une question auquel je veux bien répondre juste avant, mais auquel vous avez répondu, Nelly, sur le modèle Smart City à la française. C'est pas moi qui ai répondu. Oui, c'est moi qui ai apporté un début de réponse, effectivement, directement dans le chat. Bon, on va commencer par celle-là, oui. Très bien, sur le modèle Smart City française. Allez-y, Constance. C'est une question qu'on entend souvent et moi ou d'autres collègues chargés du numérique, on se retrouve souvent sur des tables rondes avec une question comme ça. Est-ce qu'une ville va être un modèle pour les autres? Est-ce qu'il y a un modèle à la française? Moi, je vous donne ma réponse. Comme je le dis à chaque fois, j'estime qu'il n'y a pas de modèle de Smart City à la française. En revanche, est-ce qu'il y en a peut-être un à l'européenne versus une Smart City asiatique ou nord-américaine? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, la Smart City dépend de la typologie de la ville et que les villes européennes ont relativement la même typologie, c'est-à-dire des villes où on a généralement un centre historique et autour une zone résidentielle qu'on peut parcourir à pied. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé dans les capitales européennes et on peut tout faire à pied. Vous pouvez marcher des heures, mais vous pouvez tout faire à pied. Ce qui est très différent d'une ville d'Asie du Sud-Est où c'est quasiment impossible en termes d'étendue et d'espace entre chaque lieu, entre chaque service. Donc, je pense qu'il existe un modèle à l'européenne parce que nos thématiques sont similaires. Et qu'on a en termes d'urbanisme, en termes de tourisme, en termes de mobilité, on a relativement des problématiques similaires, qu'on soit une capitale ou une ville de taille moins importante, comme Angers, qui est une ville de 150 000 habitants pour la ville et 300 000 pour l'agglo, comme énormément de villes européennes. Donc je pense que c'est la première différence à faire. Et pour l'autre partie de la question, avez-vous cherché des références sur le projet? Chercher des références, oui, mais s'appuyer dessus, non. C'est-à-dire que le modèle angevin est vraiment un modèle angevin. Il n'y a pas d'autres projets ou feuilles de route qui soient similaires en France, et c'est assez normal, puisque chaque ville écrit sa propre feuille de route, et je trouve ça plutôt logique. Chaque ville a sa spécificité, que ce soit par sa taille, son histoire, son patrimoine économique, son potentiel de tourisme, est-ce qu'on est dans la campagne, est-ce qu'on est en bord de mer, etc. Et c'est à chaque ville d'écrire sa propre feuille de route. Donc on a regardé ce qui se passe ailleurs, on s'est comparé aussi à ce qui se passe ailleurs. En revanche, on n'a pas souhaité faire de copier-coller en termes de modèle. Nous écrivons notre propre modèle. Peut-être, merci Constance. Jérémy, votre avis là-dessus, vous qui à Nevers avez un partenariat avec Shawinigan au Canada et qui prenez la fédération l'union des villes moyennes, des villes médianes, y compris en dehors de l'Europe, est-ce que il y a un modèle à la française, un modèle européen ou pas de modèle spécifique? Nelly, il faudrait que tu actives ta caméra. Pardon, au passage. Alors, moi, j'ai quand même une vision. Il y a quand même des enjeux dont on n'a pas parlé ici, qui fait de pourquoi on travaille entre villes médianes, Nelly. Et moi, j'ai eu beaucoup de conversations au début de Covid avec un ami qui est Jean-Baptiste Camps, qui a inventé VLC. Notamment, moi, mon inquiétude et ce qui me stressait beaucoup au départ, quand on était en période de Covid, c'était d'utiliser Zoom, c'était les alertes qu'on avait de ça. Et je me suis très vite aperçu qu'en France, on n'avait pas de device. Et on a un modèle aujourd'hui de Smart City à la française. Je dis non, parce qu'au final, quand on parle d'usage d'intégration citoyenne,
ça se termine souvent en smartphone de nos citoyens qui sont soit orientés iPhone, soit orientés Android avec une partie sur Google. Donc, quand on ne maîtrise pas ces devices, c'est-à-dire par où passe l'information aujourd'hui, finalement, on est tributaire des technologies qu'on peut utiliser. Et moi, ça m'a beaucoup inquiété. C'est pour ça que sur Nevers Aglo et sur Nevers, on a vraiment tout fait pour essayer de tester des logiciels libres. Et moi, ça me stressait parce qu'au début, Jitsi ne fonctionnait pas pour qu'on puisse faire nos visios en interne. On a parlé de Teams de Microsoft. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de réfléchir avec les villes médianes, c'est quel est le modèle qu'on peut construire, sachant qu'avant qu'on arrive sur l'usage, il y a déjà toute une infrastructure à créer sur lesquelles les collectivités territoriales doivent mutualiser pour ne pas dépenser des sommes folles et trouver des problématiques qui sont communes. Alors, avant qu'on arrive, par exemple, à un service de pouvoir faire un parcours tourisme ou citoyen avec des informations actualisées, par exemple, sur le patrimoine, il y a des choses très basiques, c'est d'avoir un index, par exemple, à jour de la data du patrimoine, que quand il y a des choses qui changent, que ça puisse changer très rapidement. Donc, ça veut dire une bonne maîtrise de la data. Et donc, du coup, même là, il y a des difficultés à maîtriser le device. On s'en aperçoit, donc il y a des vrais enjeux. Donc, pour nous, aujourd'hui, le modèle qui se crée, et je rejoins la question du RGPD qui a été posée, ou sur laquelle on a été très sensible, parce que grosso modo, quand on a fait cette carte-là, tout était anonymisé. Et au contraire, on veille à une anonymisation. Donc, finalement, on ne sait jamais qui est qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des flux qui arrivent dans une école et on a travaillé. Donc, grosso modo, c'est ce que fait l'INSEE. Nous, on essaye juste d'être plus précis que l'INSEE sur les iris, mais de façon à ce qu'il soit impossible de savoir en permanence qui est qui en termes d'information. Mais pour développer justement ce modèle aujourd'hui à la française, et moi, je pense qu'il y a un enjeu sur l'Europe. L'enjeu, et c'est pour ça que nous, on travaille avec des industriels français et que nous, on attend beaucoup de nos industriels français, ça va être de leur capacité à collaborer entre eux, pas seulement à travers des marchés publics structurants, mais à faire que quel que soit le choix de technologie qu'on utilise et qu'on utilise avec eux, que ça se plug naturellement au niveau des API, que les DSI aient les codes sources, qu'on comprenne comment ça fonctionne, que s'il y a des startups qui s'arrêtent, on puisse continuer. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des villes médianes, c'est qu'on réfléchit en permanence sur quel est l'usage, quel est le service, comment on peut faire travailler nos startups locales. C'est ça le but du CIVIM, hein. On essaie de travailler. J'ai cité Netlift qui est sur Montréal, qui travaille aussi maintenant avec Shawinigan, et comment on essaye de construire un écosystème numérique, entre guillemets, dans lequel qu'on peut soutenir et qui nous garantisse qu'on en a une maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de modèle Smart City, et j'en termine là, ça va être soit Huawei, soit WeChat en Chine où ils ont un device. Même moi, je regardais pendant le début de la Smart City, je parlais russe. Je suis beaucoup intéressé à la Russie. J'ai découvert que la Russie, ils avaient gardé les devices à travers Yandex en moteur de recherche, à travers un certain nombre de technologies russes, et que nous, en France, grosso modo, une partie de nos interfaces numériques, quand on parle que nos élus se retrouvent sur Facebook pour parler avec leurs administrés, c'est positif parce que c'est un usage rapide, concret, mais d'un autre côté, c'est inquiétant parce qu'ils ne sont pas chez eux. Alors, justement, est-ce que les crises que nous traversons vont accélérer les choses? Et là, je reviens à Jacques et Constance pour Angers. Est-ce que, selon vous, des modèles de territoire intelligents sont amenés à s'accélérer, à se déployer un peu partout parce que les crises les poussent à cela? Alors, est-ce que le modèle de territoire intelligent ou de Smart City, il va être accéléré du fait de la crise du Covid? Je ne pense pas. En revanche, est-ce que la Smart City a un intérêt pour répondre à des crises? Oui. Et là, on n'est pas sur un sujet de ces 6 derniers mois ou ces 3 derniers mois. La notion de Smart City, l'innovation pour la gestion urbaine, c'est une réponse à 3 crises. La première, c'est la crise environnementale. Et donc, tous les enjeux autour des économies d'énergie, autour de la gestion de nos ressources. Le deuxième crise, c'est la crise démographique, c'est-à-dire que nos villes, même petites, même les villages, gagnent en population et nos territoires deviennent de plus en plus denses, concentrés en habitants. C'est d'ailleurs la raison première qui pousse les villes d'Asie du Sud-Est à utiliser cette Smart City, même si c'est différemment que nous. La raison, c'est vraiment que de toute façon, les villes vont accueillir de plus en plus de gens. Et en plus, vous reliez ça à la première crise, qui est la crise écologique. Ça m'amène à un troisième point, qui est la crise financière. Spécifiquement en France, il faut qu'on fasse toujours plus avec toujours moins d'argent.
Donc, on va avoir plus de population à gérer, donc du service public à délivrer pour plus de personnes, tout en faisant attention à nos ressources et à l'environnement, tout en ayant en plus pas forcément plus d'argent pour le faire, voire moins. Donc, pour moi, la notion de Smart City, elle répond à ces trois crises-là, mais qui datent d'il y a 5, 10, 15 ans, et qui est la réponse auquel, oui, les villes peuvent se confronter et peuvent apporter un début de solution. Mais ce n'est pas spécifique, selon moi, à la crise sanitaire. Peut-être pour compléter le propos par rapport à votre question, je pense que ça a été dit, ceci dit, hein, il faut bien décorréler ce qui relève de l'outillage et des cas d'usage qui vont s'appuyer sur ces outils, notamment numériques, hein, qu'on déploie dans ce type de projet. Autant les outils peuvent être effectivement réutilisés, au contraire, hein, on ne pourra pas, on va dire, décliner à l'infini des solutions à l'échelle de toutes les collectivités. Par contre, les cas d'usage, eux, doivent bien partir du terrain, bien partir du politique, partir de ce qu'est la particularité du territoire, avec des troncs communs, bien entendu, d'un territoire à l'autre. Et donc, c'est bien ce distinguo qu'il faut faire. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je reviens sur la partie, par contre, outillage. Qu'il y ait effectivement, à l'échelle nationale et européenne, l'émergence ou la réémergence, on va dire quand même, de solutions, de standards qui soient plus maîtrisés, voilà, à l'échelle, encore une fois, me semble effectivement être une direction dans laquelle il serait souhaitable d'aller. Oui. Il y a justement une question sur la standardisation des modèles de données portés par la Fondation Fireware et l'OASC, qui signifie l'Open and Agile Smart Cities, donc au niveau européen. La question est donc de Massal. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Vous en avez en partie répondu, Jacques, mais peut-être vous souhaitez compléter ou d'autres intervenants souhaitent répondre à cette question. Alors moi, je peux intervenir. Très honnêtement, je ne connais pas la démarche et je vais l'étudier. Moi, ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, on perd trop d'argent sur des questions d'intégration dans le territoire intelligent. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Aujourd'hui, il faut différencier l'infrastructure des usages. Mais aujourd'hui, si on ne travaille pas sur notre infrastructure, les cas d'usage vont être compliqués ou vont coûter très cher aux collectivités territoriales ou vont être changeants. Donc, il y a une dynamique à trouver. Mais c'est clair qu'on ne peut pas, par exemple, sur des informations qui sont utiles pour plusieurs usages, je pense aux fichiers GTFSRT, par exemple, pour avoir du temps réel sur les transports en commun. Et on sait qu'en période de Covid, c'était important de savoir quand est-ce que les transports en commun vont arriver. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a des normes, mais il n'y a pas un standard qui est imposé en disant voici comment les fichiers doivent communiquer d'un point A à un point B, pour que ça soit réellement intérable. On parle de billettique aussi, on n'a pas de normes. Les collectivités territoriales vont perdre des fonds monstrueux. On pourrait avoir des billettiques intégrés, on pourrait travailler avec l'État pour que quand quelqu'un paye sa cantine ou quand il paye son ticket de bus ou quand il va payer, du coup, que ça soit intégré. Donc, il y a vraiment des enjeux aujourd'hui où il y a de plus en plus de technologies qui arrivent, souvent des technologies qu'on ne maîtrise pas. Je réfléchissais par rapport aux usages, aux infrastructures, sur une conférence que j'ai faite avec mon collègue de la ville de Paris, qui est directeur du territoire à la ville de Paris, qui est complètement différente à Nevers. Lui, il est obligé d'avoir une réflexion sur comment il harmonise les usages. Il a tellement de propositions, tellement de startups qui lui proposent des choses, des trottinettes qui vont arriver de demain, des vélos de l'interconnecté, que lui, dans un objectif de régulation. C'est complètement différent sur Nevers, où nous, on doit encourager les acteurs à se développer parce qu'on n'a pas la même niche, on n'a pas le même nombre d'habitants. Mais au cœur de tout ça, pour le citoyen et l'usage public, la norme est indispensable. Il faut vraiment que l'Europe mette des normes sur comment des API et qu'on soit certain que ça fonctionne, parce que je pense que sinon, on va perdre des sommes et de l'argent public monstrueux sur des questions d'intégration, ne serait-ce que sur notre organisation territoriale, agglomération, département, région, État, où chaque entité de collectivité territoriale peut développer son propre device numérique sans penser à l'intégration que ça peut demander entre chaque collectivité territoriale. Est-ce qu'un autre intervenant souhaite se manifester sur cette question? Sinon, on a dit on va prendre peut-être la dernière question, parce qu'il nous reste 2 petites minutes. Oui, la personne qui l'a posée, Antoine Isard, me semble, est partie. Moi, j'aurais souhaité une précision, peut-être quelques précisions par rapport à cette demande. En tout cas, il souhaite savoir s'il y a un cahier des charges ou un appel à projet disponible.
comme je ne sais pas à qui s'adresse exactement cette question. Par rapport à Antoine quel Isard projet? de la société SFR, me semble-t-il, d'après ce que j'ai vu dans les inscriptions. Donc voilà, s'il n'est plus présent, mais Il me semble qu'il est plus présent. j'imagine que la question s'adresse à la ville, mais bon, je pense que l'essentiel est déjà passé. Oui. Bon, bah, écoutez, Constance, peut-être vous souhaitez Ah non, allez-y. je ne sais pas si la question était pour Angers ou pour une autre collectivité, mais en tout cas, pour Angers, c'est trop tard, entre guillemets. Voilà, En revanche, ils peuvent proposer leur service à Engie, mais ça, c'est différent. bon, bah écoutez, on va laisser, si on arrive à avoir un éclaircissement par rapport à la question, on la transmettra à la personne avec qui il était destiné. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.